La parole est à Jean-Pierre Chevènement pour le groupe RDSE. Monsieur le Président, Monsieur le ministre d'État, Monsieur le ministre de la Défense, Monsieur le Président de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense et des Forces armées, mes chers collègues, Monsieur le ministre des Affaires étrangères nous déclarait le 22 mars dernier « Nous ne voulons pas nous engager dans une action de longue durée, l'opération aérienne sera limitée dans le temps. » Je vous cite, Monsieur le ministre d'État. L'opinion publique a d'abord approuvé cette action, destinée à protéger des populations agressées par les armes de leurs propres dirigeants. Il ne s'agissait pas d'ingérence humanitaire. Non. L'ingérence, c'est-à-dire l'action unilatérale, déclenchée par un groupe de pays, à sa ou à leur discrétion, en fonction de valeurs qu'il affiche, qui lui sont propres, prétendues universelles, est bannie expressément, rejetée par les Nations Unies, dans une succession de textes que la France a régulièrement votés. Je précise que le talentueux ministre français, qui s'est en son temps proclamé le champion de ce qu'il appelait le droit ou le devoir d'ingérence, a par 2 fois, dans un bref communiqué commun signé avec la Chine au printemps 2009, réaffirmé le respect par notre pays du principe de non-ingérence. Vous avez, je crois, réalisé de qui je parlais. Ce qui s'est passé en mars 2011, Monsieur le ministre, et je le fais observer au passage à Madame de Messine, c'est la mise en œuvre d'un principe consacré par les Nations Unies, par le droit international, celui de la responsabilité de protéger. Ce principe, tel que consacré par l'Assemblée générale des Nations Unies en septembre 2005, lors de son sommet du 65e anniversaire, est plus précis, codifié. Lorsque des menaces particulièrement graves existent, venant d'un gouvernement, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, épuration ethnique, génocide, tout doit être fait par des moyens pacifiques pour convaincre les autorités coupables de renoncer. Mais en cas d'échec, le recours à la force est permis, non pas à la suite d'un choix unilatéral d'un pays quelconque, mais par une décision collective unanime ou à la majorité du Conseil de sécurité. Il faut donc l'accord de celui-ci, contrairement à ce qui s'est passé lors de l'action de l'OTAN contre le Kosovo en 1999. C'est cette voie difficile qui a été choisie au printemps, le recours au Conseil de sécurité, avec 5 abstentions. Le but, c'est la protection de la population. Ce n'est pas le changement de régime. Je le fais observer à tous nos collègues qui s'apprêtent à voter pour. Le but, ce n'est pas le changement de régime. L'expérience a prouvé qu'il était possible de faire reculer des gouvernements. Ainsi, en 1999, Milosevic, sans provoquer dans l'immédiat, et en 1995 aussi, leur élimination. Ça s'est fait. Mais ensuite, vous avez changé les buts de guerre. 4 mois se sont écoulés depuis l'engagement des opérations et se vérifie l'adage que je vous avais cité le 22 mars. On sait comment on commence une guerre, on sait rarement comment on la termine. Le courage et le professionnalisme de nos soldats méritent pleinement d'être salués, comme plusieurs orateurs l'ont fait avant moi. Mais être solidaire de nos soldats n'implique pas la solidarité du Parlement avec le gouvernement auquel les militaires obéissent par nécessité. Les parlementaires, pour ce qui les concerne, n'ont de compte à rendre qu'au peuple français. Or, vous avez fait évoluer les buts de guerre. Monsieur le Premier ministre avait déclaré le 22 mars « Nous appliquons toute la résolution 1973, rien que la résolution 1973. » Mais en fait, on est passé de cette déclaration à une autre déclaration, celle de Monsieur le Président de la République, le 15 avril, qui déclare que l'objectif, c'est l'élimination du colonel Kadhafi. Il est vrai que cette déclaration a été faite conjointement avec M. Obama et M. Cameron. Mais ce n'est pas ce que vous aviez déclaré, Monsieur le ministre d'État. Le 22 mars,
vous vous exprimiez ainsi: il est possible à tout moment au régime de Kadhafi d'arrêter l'intervention militaire organisée sous mandat des Nations Unies. Il lui suffit d'accepter la résolution 1973, c'est-à-dire de respecter un cessez-le-feu, de retirer ses troupes des positions qu'elles occupent, de laisser les Libyens s'exprimer librement. Dans la minute où le régime de Kadhafi respectera les obligations résultant de la résolution 1973, les opérations militaires cesseront. J'arrête là ma citation. Quelle est aujourd'hui la situation? Des populations ont été effectivement protégées. Chacun s'en réjouit. Mais les combats se poursuivent. Malgré toutes les précautions prises, les opérations de bombardement menées par l'OTAN, en dépit de nos réserves initiales, entraînent inéluctablement des pertes civiles. Ce résultat est évidemment contraire au principe rappelé dans son préambule par la résolution, selon laquelle il incombe au premier chef au parti à tout conflit armé de prendre toutes les mesures nécessaires voulues pour assurer la protection des civils. Je rappelle, au parti à tout conflit armé. Cette expression désigne tous les intervenants, qu'ils soient libyens ou forces de l'OTAN. En exigeant le départ de Kadhafi, en le faisant inculper par la Cour pénale internationale, en parachutant des armes aux rebelles, vous avez changé la nature de l'intervention, nous sommes passés de la responsabilité de protéger les civils à l'ingérence, si tant est que les mots aient un sens. Le but d'un changement de régime n'est pas dans la résolution 1973, mais il s'inscrit depuis le début du printemps arabe dans l'air du temps, tel que le comprennent beaucoup de dirigeants occidentaux. Force est cependant de rappeler que l'évolution vers la démocratie ne peut se faire de la même manière dans tous les pays. Si nous prenons de vieilles nations comme la Tunisie et l'Égypte, c'est concevable. La révolution démocratique s'opère beaucoup plus difficilement, malheureusement, là où les divisions d'opinion se superposent à des fractures tribales ou confessionnelles. Yémen, Bahreïn, Syrie, Liban, Libye. En chacun de ces pays, la guerre civile menace, et l'intervention militaire extérieure ne peut qu'exacerber certaines tensions ou aller, par les victimes qu'elle occasionne, à l'encontre du but poursuivi qui est de protéger tous les civils, sans exception. La France, je le rappelle, est membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Elle dispose d'une influence importante. On peut bien sûr interpréter à loisir la résolution 1973, dont les termes sont sans doute trop généraux. Mais est-ce l'intérêt de la France? La souveraineté nationale a été une conquête de la Révolution de 1789. Elle reste la base de l'ordre international. Ce n'est pas pour rien que les Nations Unies sont l'organisation des Nations Unies. La Libye est un État fragile. Je ne m'y étends pas. Aux prégnances tribales encore fortes. Toute guerre est déstabilisatrice, à plus forte raison si elle se prolonge. La dissémination des armes, notamment dans le Sahel, ne peut que favoriser les activités terroristes. On a découvert des Samsets au Niger. Par ailleurs, l'afflux des réfugiés, le retour des migrants installés en Libye fragilise les États voisins. 470 000 réfugiés s'entassent à la frontière tuniso-libyenne. À proportion des populations, c'est comme si la France devait accueillir 3 millions de réfugiés sur son sol. Qu'a fait la France face à ce drame humain? Elle a proposé de revoir les accords de Schengen. Plus de 1000 réfugiés au moins ont péri noyés au large de l'île de Lampedusa dans l'indifférence générale. On attend de la France une attitude moins myope et surtout plus généreuse. Partout le désordre et l'anomie menacent. Ils ne sont dans l'intérêt de personne, particulièrement pas d'une autre. Nous devons faire respecter partout la souveraineté des nations, sous réserve de cette notion de responsabilité de protéger, qu'une interprétation extensive de la résolution 1973 ne pourrait qu'affaiblir. Quand donc le Conseil de sécurité acceptera-t-il d'y recourir, sans qu'un de ses membres permanents y fasse obstacle par l'usage de son droit de veto? La France doit rester le soldat du droit. Il était nécessaire de donner un coup d'arrêt à Benghazi et devant Misrata, mais ne faudrait-il pas maintenant favoriser les négociations entre les deux parties plutôt que de nourrir une guerre civile par des parachutages d'armes?
En réalité, vous vous êtes donné un objectif dont la résolution 1973 qui proscrit l'utilisation des forces au sol ne vous donnait pas les moyens militaires, car l'arme aérienne ne peut pas tout. On peut le regretter, mais tout montre que vous avez surestimé la capacité d'influence du CNT et sous-estimé la capacité de résistance du régime du colonel Kadhafi. Celui-ci n'est certainement pas sympathique, mais le régime syrien l'est-il davantage? D'ores et déjà, et contrairement à ce qu'a indiqué Monsieur le Premier ministre, vous vous engagez dans la voie d'un droit international à plusieurs vitesses. Alors je sais très bien que vous n'interviendrez pas en Syrie pour un tas de raisons que Monsieur le ministre de la Défense a rappelé. Nous sommes au taquet de nos engagements, a-t-il déclaré. Les États-Unis n'ont nulle envie d'ouvrir de nouveaux fronts. Le président Obama n'a jamais envisagé qu'un soutien limité, et la Chambre des représentants, où les républicains sont majoritaires, vient de demander la fin de tout engagement américain en Libye même. J'avais relevé le 22 mars un léger parfum d'aventurisme dans votre politique, après l'intervention d'un pseudo-philosophe, théoricien de longue date du droit d'ingérence, intervention qui a, semble-t-il, pesé dans les choix du président de la République. Mais peut-être, la décision d'intervenir en Libye servait-elle aussi de rattrapage pour faire oublier un certain retard à l'allumage en Tunisie. Il est maintenant temps de trouver une solution politique, sous réserve que soit préservée l'intégrité et l'unité du pays, fédéral par exemple. C'est aux Libyens d'en décider. Chaque peuple doit trouver son propre chemin vers la démocratie. Les responsables du CNT qui seront reçus demain par le Conseil de l'OTAN, il faudrait les convaincre, messieurs les ministres, que l'OTAN ne peut se substituer au peuple libyen. Bien évidemment, le départ du colonel Kadhafi serait bienvenu, pourvu bien sûr que ne succède pas aussitôt un régime de vengeance, d'exaction ou d'instabilité, comme la situation au Kosovo n'est pas loin d'en offrir le triste exemple. Le groupe de contact devrait œuvrer en vue d'un redoublement des efforts diplomatiques, en vue d'une voie négociée. Je le rappelle, l'affaire du Kosovo s'est conclue non pas par la victoire écrasante des forces de l'OTAN, mais par un accord favorisé par l'entremise de la Russie. Dans le cas de la Libye, plusieurs médiations sont en cours, du côté de la Ligue arabe, le Premier ministre tunisien, l'Union africaine qui a désigné un envoyé spécial pour apporter une solution durable et pacifique à la crise. Il semble même que des contacts directs aient été pris entre le CNT et le régime de Tripoli. Il ne faudrait pas que l'Union européenne et vous-même les dissuadiez. Quels sont les développements et les possibles conclusions des contacts qui ont été pris? Pouvons-nous en tout cas ignorer les efforts faits et nous en tenir à la seule option militaire? Pouvons-nous au contraire encourager ces efforts? Alors soyons logiques avec nous-mêmes, nous parlons beaucoup des 5 pays candidats pour devenir membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, les 5 qui se sont abstenus. Alors écoutons-les, demandons-leur ce qu'ils proposent, s'ils font quelque chose pour convaincre le gouvernement libyen de changer, de s'effacer pacifiquement. Ou devons-nous tirer la conclusion qu'ils ne se soucient pas vraiment de ce principe pourtant universellement acclamé de la responsabilité de protéger? Il est temps d'arriver à la conclusion de cette opération. Pour ce qui me concerne, je ne puis l'approuver car nous avons franchi les bornes de la responsabilité de protéger. Nous sommes dans l'ingérence, même si on peut ratiociner à l'infini sur l'interprétation de la résolution 1973, mais je ne veux pas émettre un vote qui pourrait être interprété comme un désaveu de ceux qui luttent pour la démocratie dans le monde arabe et pour la liberté de leur peuple. J'exprimerai mes très fortes réserves par un vote d'abstention qui se veut aussi un appel au gouvernement pour qu'il trouve désormais rapidement à ce conflit une solution politique conforme à l'intérêt de la France. Merci, mon cher collègue.